Bonjour à tous, bienvenue dans Monstrueusement Humain pour la série Oh la honte et la peur d'avoir honte. Et aujourd'hui, je reçois Audrey Hakoun. Bonjour Audrey. Bonjour Audrey. On se refait du A au carré aujourd'hui. Exactement. Alors merci déjà d'avoir répondu positivement à, à porter ta voix pour cette série. Pourquoi alors j'ai un peu la réponse moi, mais pourquoi avoir accepté de parler de la honte, de tes hontes? Parce que je pense que, enfin, une de mes grandes missions de vie, c'est l'émancipation des femmes. Bon, l'émancipation de l'être humain d'une manière générale, mais encore plus Oui. l'émancipation des femmes. Et je pense que ce qui bloque et ce qui freine l'émancipation, c'est beaucoup la honte qu'on peut ressentir en tant que femme, la honte de pas être comme il faudrait, la honte de pas convenir à ce que on pense que la société attend de nous, de ce que les autres attendent de nous. Et je pense que c'est important de pouvoir aussi euh, faire entendre ma voix, pas que à titre professionnel, mais en tant que femme aussi, qui fait ce chemin-là, qui a fait ce chemin-là. Et puis je suis toujours en chemin de déconstruction par rapport à ça et d'émancipation, parce que ça a un pouvoir identificatoire très fort. En fait, c'est en Ouais. écoutant des histoires d'autres personnes, je trouve qu'on s'identifie encore mieux que d'écouter des livres ou de lire de la théorie en fait sur un sujet. Donc Ouais. ça me tient à cœur de pouvoir partager aussi mon expérience en plus de mon expertise. Mais ouais, c'est Oh. intéressant. Merci. Merci, ouais, de pouvoir se reconnaître à travers d'autres humains. C'est sûr que ça aide à faire le chemin. Toi, tu as eu conscience rapidement d'être, alors en tout cas tôt dans ton histoire, de contacter ou d'avoir contacté ce sentiment de honte, ou alors tu en as pris conscience plutôt par rétroactivité. Non, je pense que j'en ai eu conscience très très tôt. Ok. Euh, déjà si, enfin tu vois le premier souvenir mais de honte mais internationale, c'est-à-dire à pouvoir, j'aurais vraiment eu envie de disparaître ce jour-là. C'était en CM2, tu vois, en classe de mère. Euh, je te parle pas des hontes avant, où déjà moi j'avais honte quand il fallait monter au tableau pour faire Oui. un exposé. J'avais honte d'être la première de la classe. Non, mais en fait non, depuis le début de la primaire, enfin très tôt en fait. Mais, non, mais en fait je crois que tu vois c'est rigolo quand on me pose les questions. Je pense que j'ai commencé à avoir conscience de vraiment la honte d'être telle que j'étais en CP, parce que je suis arrivée en CP, je savais déjà lire, j'avais appris Ouais. toute seule à lire, et en fait, comme je m'ennuyais royalement, je faisais des 0+0 la tête à Toto sur toutes les pages du livre de lecture. Voilà, pendant qu'on apprenait, on annonnait là comme ça en classe Oui. pour apprendre l'o, la, le, Ouais. la. C'était la méthode syllabique à l'époque, et donc moi je savais déjà lire vraiment couramment, et donc j'avais honte de le dire parce que je voulais pas dépasser, je voulais être comme les autres. Donc je faisais des petits 0+0 la tête à Toto, et donc la maîtresse a convoqué mes parents parce qu'elle s'en est aperçue, pour leur dire oui, votre fille détériore le matériel, les manuels scolaires, pendant qu'on fait de la lecture, elle fait des 0+0 la tête à Toto, je comprends pas, pourtant elle est brillante, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, mes parents lui ont dit, mais notre fille sait lire en fait. Et là c'est parti en truc, oui, c'est quoi ces parents qui surentraînent leurs enfants, alors que pas du tout. J'avais vraiment appris à lire toute seule. Et et donc c'est là que mes parents ont, enfin que la maîtresse a découvert. Ah, ça a pas marché? Eu un Si. Alors, voilà, il y aura eu une coupure réseau. Je ne sais pas pourquoi. Ce sont des Bon, choses qui arrivent. ce sont des choses qui Voilà, arrivent. et Donc, donc la maîtresse a appris, a découvert que je savais déjà lire, et du coup elle s'est calmée et elle est venue me voir, elle m'a dit, mais Audrey, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Et je pense vraiment que je lui ai dit, mais parce que j'avais honte, parce que ah, j'avais honte. Oui, donc c'est pour ça que je te dis, je pense que la honte, je l'ai convoquée vraiment très jeune, ouais, d'avoir cette conscience-là, mais d'avoir honte en fait pour quelque chose qui était censé être chouette,
plutôt Ouais, positif, plutôt en réussite, et ouais, déjà d'avoir honte même d'être meilleure que les autres ou d'être plus en avance que les autres ou de d'être différente en fait déjà des autres. Donc ça c'était la première fois, donc c'était le CP. Tu vois, et puis ouais, après, mais il y a c'est eu hyper plein tôt. d'épisodes où, voilà, en plus après, moi j'ai eu, alors ça c'est l'école, mais après j'ai eu quand même une bonne éducation judéo-chrétienne à la culpabilité, à ça se fait pas, la morale, avec des standards de ce qui se fait. Et comme j'étais un peu j'avais, on va dire que j'avais ma personnalité, mon caractère déjà, et que j'étais déjà self-oriented. Ça veut dire que déjà je me guidais par moi-même un peu quand même, hein, avec des voilà des désirs, des envies, des besoins, et j'étais ramenée systématiquement à ça se fait pas, tu devrais avoir honte. J'ai déjà entendu des choses comme ça, mais très jeune en fait. C'est honteux, on peut pas faire ça, avec ce truc de une éducation, une très bonne, pour le coup, une très bonne éducation autour de la politesse et la Ouais, bienséance ouais. et de savoir exactement ce qu'il faut faire et donc de dire non mais c'est honteux, t'as pas dit bonjour à un tel, qu'est-ce qu'ils vont penser, non mais c'est honteux, non mais tu peux pas dire ça. Et je me rappelle que avec mes parents, c'était rigolo parce que euh, j'avais des parents qui disaient beaucoup de gros mots pour le coup, et qui nous autorisait à dire beaucoup de gros mots entre nous. Mais OK. par contre, Bien fallait sûr. surtout pas dire les gros mots en dehors, parce que sinon Oui, c'était c'est trop ça. honteux. Je pense qu'ils avaient trop la honte de dire mais qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont croire qu'on éduque très 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 mal nos enfants. Et donc pour le coup, ils ont été vraiment très servis avec moi. Euh, voilà, parce que comme j'étais un peu dysrégulée au niveau émotionnel et que tout prenait beaucoup d'intensité, Mmh. bah très tôt, pareil. Je pense que c'est en CP que j'ai dû me faire opérer des végétations et j'avais une peur bleue, mais vraiment j'étais terrorisée à l'idée qu'on me fasse la perfusion pour l'anesthésie Ouais. et donc qu'on me pique. J'avais peur des aiguilles et en fait quand l'infirmière est arrivée pour me mettre la perfusion, je l'ai traité. J'étais en CP, hein. Je l'ai traité, mais quand je te dis de tous les noms, mais d'insultes les pires de voilà. Imaginez les insultes les pires qu'on puisse dire et mettez-les dans la bouche d'une enfant de 6 ans. Et mes parents ne savaient pas où se mettre. Et après, ils m'ont dit, mais c'est Audrey, c'est pas possible. En fait, on a eu la honte de notre vie. Tu peux pas traiter l'infirmière de salope. Ça n'est pas possible. On n'a pas le droit de faire des choses comme ça. Donc voilà. Donc je pense que cette notion de honte, finalement, d'être comme je suis, elle a commencé très tôt. Ouais. Très, très tôt. Ouais. Mais en fait, quand je t'entends, ce que je peux, en tout cas, comprendre, parce que ça me parle beaucoup, c'est comme si, de toute façon, elle était très présente dans ton milieu familial. C'est-à-dire qu'il y avait quand même, dans ce que tu décris, une crainte Bah, de du qu'en dira-t-on, de oui, ce que du regard extérieur de la ouais, société, de ce que les autres peuvent penser. Et voilà, donc il fallait vraiment qu'on donne une bonne image ouais. d'enfant poli. Donc quand on arrivait dans des endroits, il fallait dire bonjour à tout le monde et faire la bise à tout le monde. Et ça Oh là c'est là, oui, vraiment horrible de ouais. forcer des enfants à faire la bise à des gens qui les Mmh, dégoûtent. ouais, J'en ai encore des souvenirs, mais tu sais, dans mon corps, quoi, d'être ouais, je obligé vois. d'arriver là au club de sport. Là, on allait dans un club là privé et genre fallait dire bonjour à tous les potes de mes parents, mais il y en a qui avaient je sais pas, ils avaient des poils, des poireaux, il y en a qui avaient mauvaise haleine. Il fallait quand même leur faire la bise et leur dire bonjour. C'était horrible, horrible, horrible. Mais voilà, fallait qu'on Oui. soit qu'on donne une image d'être bien éduqué. Donc il y avait déjà ce truc de honte qui plane, de si tu fais pas bien comme la société, de ce que la société attend, c'est trop honteux. Donc il faut surtout Mmh, l'éviter. Il faut éviter. ouais. Et pour le coup, est-ce que tu as l'impression que cette honte, avant ces événements-là, quelque part, tu l'apportais déjà dans cette différence qu'on peut retrouver, par exemple, dans le milieu neuroatypique, mais pas que, mais de ce truc-là, d'être comme marqué au fer rouge d'un truc où, ouais, ça va pas, quoi. On est décalé, on est un Bah, produit des... je pense que la pomme ne tombe jamais loin de Mmh, l'arbre. Enfin, qu'il y a vraiment une question héritée, génétique, et on le sait que voilà, il y a quand même beaucoup de choses génétiques, transgénérationnelles. Et oui, de toute façon, mais je l'ai compris après ça, bien après, oui, mais bien mais sûr. que bien évidemment, je viens de lignée et en plus des deux côtés parce que après j'ai découvert mais
que du côté de ma mère, dans la ligne de ma mère, tout le monde est autiste, autiste de haut niveau, autiste Asperger, appelé donc comme on veut, mais autiste quand même, hein, donc voilà, TDAH, que dans la ligne de mon père, t'as des TDAH, des bipolaires en ribambelle, t'as que des parcours de vie complètement décalés, sans être marginaux, mais pas dans un schéma classique de gens classiques qui font des choses classiques. Classique. Voilà. Donc, de toute façon, mais avec justement des parents qui essayaient de Et jouer quand oui, même le jeu de la normalité, surtout. euh, qui passait par la performance à tous les étages, hein, parce que à côté de ça, voilà, à la maison, on rigolait beaucoup, on disait beaucoup de gros mots, on a eu une vie, enfin un père qui a changé 12 fois de métier, donc on a déménagé je sais pas combien de fois, donc de toute façon, on n'avait pas une vie classique déjà, Ouais, de toute façon, mais quand même, fallait quand même donner vraiment, il y avait quand même, je pense, une honte intégrée, c'est ça. intériorisée, de déjà eux ils avaient conscience qu'ils étaient pas dans les clous et dans la norme, et donc je pense qu'ils se disaient putain, peut-être que nos enfants, on peut peut-être faire en sorte que eux rentrent dans la norme. On peut peut-être arrêter le genre la malédiction. Voilà. Bon ils ont pas très bien réussi à le faire Oui, parce qu'on et n'est pas du tout dans les clous, pas du tout, pas oui, du tout. et puis du coup, ce que je trouve très beau dans l'histoire, c'est que comme par hasard, deux personnes avec des histoires et des lignées rock'n'roll se trouvent. Et pour le coup, Oui, c'est oui. génial. Bon après ça donne aussi la honte, elle vient, je pense aussi quand même de des fonctionnements comme ça, avec beaucoup de dérégulation émotionnelle, ça crée le lit aussi, le creuset aussi de beaucoup de violence, Ouais, même sans intention de mal faire, mais avec quand même beaucoup de violence. Et moi, j'ai vécu dans un bain très chaotique au niveau émotionnel, que c'est de la part de mes deux parents, ouais. avec beaucoup de maltraitance et physique et psychique, Mmh. et beaucoup d'amour aussi, et beaucoup de joie, et beaucoup de tout en fait, Tout, beaucoup de oui, oui, tout, et de ouais, manière très chaotique. Et ce qui fait aussi, je pense que, en tout cas pour moi, hein, tel que je l'ai ressenti et analysé après, ce qui crée aussi ou ce qui vient renforcer la honte, c'est quand on peut pas non plus se fier à quelque chose de stable, à des réponses oui, je prédictibles, à de la comprends. prévisibilité. Oui, là, on est en Quand on peut pas se hypervigilance, en fait. fier à soi-même, quand on peut pas se fier aux autres, Mmh. et surtout à soi-même. Et je pense que cette hypervigilance accentue peut-être euh, la honte dans le sens où potentiellement on a l'impression en fait que c'est de notre faute, que tout est de notre faute, Ouais, que parce qu'un enfant en fait quand son parent lui gueule dessus, ou quand il y a des débordements comme ça, qu'il y a des maltraitances, l'enfant, le petit enfant, il va pas se dire c'est lui qui est complètement, ça on se le dit en grandissant, mais tout ouais. petit on se dit pas mais non mais mes parents sont complètement immatures, Mais effectivement, non, moi je suis parfaite comme je suis, et c'est eux qui arrivent pas à gérer, qui sont pas non, des non. adultes responsables manifestement. Le petit enfant, il se dit Bah pas oui, ça. Le petit ouais. enfant, il se dit, c'est moi qui l'ai bien cherché, c'est moi qui suis défaillante, c'est moi qui suis vraiment pas gentille, qui a un sale Mmh. caractère. Et puis c'est ce qu'on entend aussi, hein, quand on entend, t'es trop Oui. têtu, tu tiens tête tout le temps, tu veux toujours avoir raison, euh, Mmh. Tu t'es vilaine. rebelle, Ouais. t'es vilaine, t'es Quand pas tu une sympa, fille. t'es Ouais, égoïste, t'es ceci, t'es cela. ouais. Bon, au bout d'un moment, on finit par le croire aussi, et je pense que c'est comme ça aussi qu'on internalise la honte, en fait, Ouais, d'être qui on est. ouais, Parce ouais, ouais. que on a intériorisé des étiquettes négatives ou une image négative de soi-même par des jugements. Et c'est pas que les parents, c'est aussi à Oui. l'école, c'est Mmh. partout. C'est Oui, partout. donc on intègre très vite le fait de devoir compenser tout compte fait. Ouais, de Et devoir compenser, ou de devoir être irréprochable, ou de devoir être performante, parce qu'on se dit, en alors, même temps, si je suis ouais. performante, ça passe. Alors c'est intéressant parce que c'est la question qui tournait là. Je me disais, il faut. Je t'ai entendu tout à l'heure, tu as parlé honte et performance. Ça m'intéresse que tu me partages, nous partages ce point de vue. Est-ce que parfois, parce que c'est une question que je me pose, d'être toujours, ou plutôt avoir une propension à vouloir performer toujours, quelque part dans le sens où ce n'est jamais assez. Est-ce que c'est un indicateur?
Ça peut être un indicateur Oui, de alors ou de honte. Enfin, oui, après ça peut être un indicateur d'autres choses, mais finalement je pense que tout tourne autour quand même de la même source. Hein. Ça peut être, c'est souvent lié cette recherche, cette quête d'ultra performance, parce qu'on peut avoir une quête de performance entre soi et soi-même, vis-à-vis oui. de soi-même, parce que on a cette quête d'idéal, parce qu'on a cette quête d'apprentissage, de connaissance, de beauté, ok. Mmh. Là où c'est ça qu'il faut observer, c'est moi je l'ai observé pour moi, pour mes patientes, pour tous les gens que j'accompagne, mais pour moi en premier lieu, c'est quand cette quête de performance, elle est liée à une quête de validation extérieure de sa valeur. Mmh. C'est qu'on va rechercher, on se dit, si je suis irréprochable, si je suis performante dans mon boulot, si dans mes relations, je suis gentille, parfaite, corvéable à merci, ça, et en fait, ça creuse aussi, ça creuse le lit d'accepter des choses inacceptables, de Ouais. la dépendance affective, et derrière ça, il y a la honte. Pour moi, il y a la honte qui dit, en fait, tac tac tac, en dialogue intérieur, qui dit tel que tu es, en te lâchant la grappe, en étant vulnérable, en étant imparfaite, ça n'est pas assez. Ouais. Donc, il va falloir que tu compenses. Il va falloir que tu prouves ta valeur. Il va falloir que vraiment tu sois irréprochable sur toute la ligne, parce que sinon, on va venir te chercher, en fait. Ouais. Sinon, on va te le renvoyer à la tronche et là, tu vas ressentir de la honte. Et t'as pas envie de ressentir de la honte, parce Non. que personne n'a envie de ressentir de la honte, en fait. Hein. Personne n'a envie de ressentir de la culpabilité, personne n'a envie de ressentir de honte dans la vie, a priori, sauf les personnes maso. Mais sinon, si on fait pas du BDSM, voilà, on n'a pas envie de ressentir ça. Et donc, au nom de ça, de cet évitement, en fait, eh bien, on va adopter des comportements ou s'imposer des choses à soi-même qui ne font pas du bien à notre santé physique et mentale. Ouais. Donc, perfectionnisme à outrance, qui conduit à de l'épuisement, au burn-out, Mmh. contorsion à outrance dans les relations, aller vers des relations toxiques parce que du coup, on devient très bon aimant à relations toxiques, et ainsi de suite. Mais parce que au fond, il y a, je veux éviter la honte de me dire que je ne suis pas assez bien par rapport à ce qu'on attend de moi. Ouais. Ouais. Je oui, je vois tout Oui, à ça fait. te perturbe. Non, non, ça me perturbe pas du tout. Je me dis: «Mais oui, Ouais. tellement, 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 tellement». Hem, dans ces donc toi, tu as conscience très tôt et c'est intéressant parce qu'au fur et à mesure des différents témoignages, je vois bien que ça c'est très propre à chacun. Certains, mettent du temps à réaliser et je le vois aussi, là dans les communications que je fais, des personnes qui au départ m'ont dit: non mais moi, la honte c'est pas un sujet» et qui reviennent vers moi en me disant: «Bah, je te remercie pas parce que tout compte fait». Et en effet, avec cette stratégie, comme tu as décrit, de bah oui, en fait, non, je n'ai pas honte, mais je passe mon temps à adopter des stratégies de crainte de me confronter à la honte. Donc en fait, on est tous touchés, ou en tout cas avec ce rapace là au-dessus qui rôde. Donc Ben, je pense qu'il est même pas au-dessus, il est à oui, oui, l'intérieur. ou à C'est plutôt l'intérieur. même Ouais, un animal tapis dans l'ombre, ouais, plutôt à l'intérieur, c'est vrai, t'as parce que raison. il est là depuis toujours et on se le trimballe de génération en Ouais. génération en plus. Hmm. Mais je connais pas une seule personne qui soit exempte sauf à travailler dessus. Mais au départ, si on travaille pas sur cette question-là, franchement, qu'il y ait une relation détendue à la honte, je n'en connais pas. Oui, mais je crois que aujourd'hui, dans l'expérience là que j'en fais, c'est que pour le coup, même le mot est presque Dérange. rayé, ouais. C'est-à-dire que soit il est employé dans la jeune génération avec d'autres mots pour ne pas dire le mot honte, et il y a comme un truc, je pense que si je disais un mot outrageant, enfin le pire du dictionnaire français, j'ai l'impression qu'il y aurait moins de malaise que de mettre les pieds dans le plat, parce que le mot est ultra tabou, tout compte fait. Ouais, ouais, mais parce que, enfin, tu vois, c'est marrant ce que tu dis. Enfin, c'est pas marrant, mais c'est Oui. très juste ce que tu dis. Euh,
Il y a quelques années, je sais pas, oui, il y a quelques années, j'avais sorti un programme d'accompagnement collectif, de coaching collectif qui s'appelait No Shame et Oui, qui était vraiment ce truc de faire avec la honte, de travailler la honte, enfin de travailler son rapport à la honte. Sur tous les programmes que j'ai proposés depuis des années, qui en général cartonnent tout le temps, c'est celui que j'ai le moins bien vendu. Mais parce qu'en fait, je pense que c'est épidermique. Les gens ne veulent pas mettre le doigt là-dedans. Mais clairement. parce que, et souvent, ce qu'on évite le plus, c'est parce qu'on a cette prescience intuitive, Ouais, inconsciente, que c'est carrément. le sujet. C'est pour ça qu'on n'y va pas. Parce qu'en fait, c'est le sujet et c'est le sujet qui s'instille vraiment dans tout notre rapport au monde. Mm. Il n'y a pas une sphère qui ne soit pas touchée. C'est vrai. Et donc, je pense qu'en fait, ça oblige, si on commence à s'intéresser à la question de notre relation à la honte, ça nous oblige à remettre en question certainement beaucoup Oui, trop de choses, à commencer par, et tu vois, quand j'ai écrit mon livre Souveraine, je parle beaucoup de ça, forcément, et ça n'a pas été facile, je me suis vraiment posé la question, tu vois, de me dire, est-ce que je le sors pas, ce livre, mes parents sont encore vivants, donc ouais, potentiellement ils vont le lire, il y ouais, a plein de oui, gens je que je vois. connais, de mon entourage, qui vont le lire, voilà, et parce que ça oblige en fait aussi à venir revisiter son enfance, revisiter ses parents, Ouais, revisiter tout le conditionnement familial, au-delà du conditionnement sociétal, mais toute cette histoire familiale ouais. de certains comportements, certaines choses. Et je pense que peu de gens sont prêts à faire cette démarche-là de remettre en question leur système Mm. familial. Et pourtant, c'est ce qui est le plus salvateur, parce Ouais. que ça ne veut pas dire de couper les ponts, de rompre systématiquement, bien au contraire, mais c'est plus une question de remettre chacun dans sa position d'humain et d'humain vulnérable et de cette question de la honte. Du coup, si on est un être humain et que on est dans notre vulnérabilité d'humain, alors forcément la question de la honte se pose. Ouais. Oui, en fait, c'est vraiment, je me le dis et je le vis là depuis des semaines, c'est une vraie thématique qui parle furieusement d'humanité en vrai. Oui, C'est-à-dire que quand on veut bien entrouvrir et quelque part mettre genou à terre, il y a quelque chose de purée, c'est humain. En fait, c'est ultra touchant. Mais avant de contacter ça, comme tu dis, il y a de multiples barrières, de barrages, c'est épidermique, quoi. C'est waouh. oui, parce que et c'est tellement vrai, c'est même monstrueusement humain. C'est vraiment ça, tu vois. Mais c'est tellement ça. Et cette question de convoquer justement notre vulnérabilité, de nous accepter comme justement des humains faillibles, des humains Ouais, qui, qui peuvent avoir des pensées horribles, des humains qui peuvent aussi mal se comporter, des humains vraiment tout dans notre imperfection et notre vulnérabilité. C'est vrai que avant de pouvoir convoquer ça, qui, à mon sens, est la porte de sortie, en tout cas pas la porte de sortie, parce il y a à sortir de rien, mais en tout mmh, cas une voie de transformation, d'évolution, vraiment positive. Euh, Ça demande de se confronter, en fait, à toutes nos fondations et ouais, toute la façade sur laquelle on s'est construite, en fait, pour tenir le coup dans cette société qui est ultra normative, ultra jugeante, où la performance et la quête, enfin en tout cas l'injonction de performance est à tous les étages et est une mesure de valeur, où l'apparence est une mesure de valeur, où le portefeuille, le statut est une mesure de valeur, tout est mesure de valeur avec ces jeux de comparaison. ouais, Et en fait, c'est normal. On s'est tous construits pour essayer de survivre dans ce monde-là et dans cette société. Moi, je parle de notre société. Hein. Je connais oui, pas oui, toutes oui, les autres sociétés. Donc, oui, dans oui, une je comprends. société donnée, mais Ouais, dans nos sociétés occidentales, industrialisées, judéo-chrétiennes, c'est ça, ok, ouais, qui se ouais, passe. Et en fait, on s'est construit en mettant en place des choses pour survivre là-dedans, pour réussir à être accepté, à faire partie. Il y a un sentiment qui est fondamental chez l'être humain, c'est le sentiment d'appartenance. mmh, Un être humain, il a besoin, nous sommes des animaux sociaux, donc qu'on le veuille ou non,
même si on n'aime pas trop la nature humaine, même si on est déçu, même si tout ce qu'on veut, nous sommes des animaux sociaux et on a besoin de ce sentiment d'appartenance. Et au nom de ça, en fait, on voit les règles du jeu et on se dit, ah ok, donc c'est ce jeu-là. Ok, donc on va jouer ce jeu-là et je vais commencer à mettre des masques et des masques et des masques. Surtout ne pas montrer mes faiblesses, surtout ne pas montrer ma vulnérabilité. Et c'est comme ça que je mets en place des stratégies d'évitement de la honte pour pas être confronté à ok, donc là oui, en fait là ce que je suis ou ce que je fais c'est dévalorisé par la société, par la norme, et c'est même jugé très sévèrement. Donc non, je vais pas du tout prendre le risque. C'est ça qui se passe. Donc là, aller reconvoquer tout ça, ça veut dire qu'on remet en question quand même presque toutes nos fondations. Ouais. Ça donne le vertige. Je suis d'accord. Oui. Et pourtant, toi et moi, on le sait pour être engagé dans ce chemin-là. Et je pense qu'on n'est jamais vraiment arrivé. On peut enlever des couches et aller se libérer de plus en plus. Mais c'est vraiment un chemin, c'est le chemin de toute une vie, je pense. Et pourtant, même si c'est pas facile et même si ça fait peur avant le coup, je pense que c'est un des chemins les plus salvateurs qui soit. Oui. De faire ce chemin vers sa vulnérabilité, et d'accepter que il y a des moments, même à raison, en fait, on peut avoir honte et que c'est pas grave. Ouais. Non mais voilà, c'est ça. Et tu sais, ça me fait penser, je vais donner une image très moche, mais qui va bien parler. Je pense à ce gros bouton que tu peux avoir tout purulent quand t'es ado là et qui fait hyper mal. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai cette sensation de ce truc sous pression. Et en fait, quand tu veux bien aller visiter, enfin voilà, si t'appuies et pouf là, Oui, et j'ajouterais à ce que tu dis, à cette métaphore-là, à cette analogie-là, que on passe beaucoup de temps et on dépense beaucoup d'argent à essayer de maquiller et de masquer ce gros bouton, justement, surtout pour pas qu'on le voit, ce qui rajoute de la pression. Ce qui étouffe, parce qu'on essaye d'étouffer, et on sait très bien que si on continue la métaphore filée, un bouton qu'on essaye d'étouffer avec du fond de teint et du truc comme ça, l'inflammation risque pas de partir. Ça ne peut pas aller dans le bon sens. Alors que si on arrête de vouloir le masquer et qu'on commence à le faire respirer et qu'on l'éclate s'il y a besoin de l'éclater à un moment, déjà on se rend compte qu'en fait tout le monde s'en fout. Mais c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que tout ce qu'on a pu se dire avant, de dire oui mais les autres, je vais arriver avec le bouton, on va voir que ça et les gens vont se moquer, vont dire et machin, et en fait le jour où ça arrive, tu te rends compte qu'en fait les gens sont tellement égocentrés sur leurs propres problèmes, sur leur propre furoncle sur les fesses ou leurs propres problèmes de tout en fait, de constipation, de relations amoureuses, de des enfants, de machin, voilà, enfin les gens sont d'abord envahis par leurs problèmes, leur propre honte, leurs propres choses. Il reste très très peu de place finalement pour dire t'as un énorme bouton sur la gueule. Les gens s'en foutent en fait, il se passe rien et le bouton il part plus vite. Ouais, c'est clair. Alors, j'ai eu, et je te l'ai dit avant qu'on commence l'enregistrement, j'ai eu tout à coup ce flash que j'avais vraiment envie d'aborder avec toi. Il y a quelques jours, j'ai fait un post qui corrélait la honte et le plaisir. Et en fait, je me suis dit autour de ce post que tout compte fait, le plaisir, j'ai l'impression, ce n'est que mon avis, mais qu'à l'heure actuelle, il est tout à fait validé quand il est une finalité ou un résultat, mais que le plaisir dès le début, dans une action, dans une vision, voilà, il est pas très toléré dans le sens que le labeur, la dureté, la difficulté sont beaucoup plus acceptés ou soutenus. Et je me suis dit, c'est très marrant parce que la honte, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que alors on a l'impression que personne n'est touché par elle, que ça n'existe pas ou alors sûrement pas moi, voilà, que elle est vraiment rayée, qu'elle ne fait pas partie de l'humanité. Je me suis dit, les deux sont compliqués à accepter d'entrée de jeu, alors que
quand on veut bien les visiter la honte et quand on permet d'en faire une douce compagne, comme je souhaite le faire, eh bien, c'est l'accès au plaisir. Et toi, dans ton bouquin Souveraine, t'as mis le pied dans quelque chose que j'ai trouvé génial pour une génération de femmes et même peut-être bien plus qu'on ne peut l'imaginer, où tu parles de tout ce qui est autour de la sexualité, autour de la masturbation féminine, le gros truc. Alors voilà, là tu sautes à deux pieds, à pieds joints dans la mare, et je me suis dit c'est intéressant parce que cette sexualité, cette énergie, parce que moi je le vois comme ça, cette énergie créatrice qui suscite le plaisir, eh bien là encore, du coup, est tout à fait corrélée à la honte. Et tu parles de ton éducation et tu dis que tu as reçu une éducation judéo-chrétienne. Et donc, j'aimerais t'entendre parler de ce vécu, de comment on en arrive avec ce que tu as vécu à réussir à écrire sur la masturbation dans un bouquin qui s'appelle Souveraine. Voilà, en sachant que tout le monde va le lire, que tes parents vont le lire, que tes amis vont le lire, que tes enfants vont le lire. Enfin, je fais exprès de citer des gens très très proches parce que la honte, à un moment, elle vient nous rattraper aussi dans des choses que l'on peut, des parties de nous qui peuvent évoluer, mais ailleurs que dans nos sphères très très proches. Bon, je t'ai fait un truc à rallonge, mais voilà, je te pose le Faire le décor. tri. Waouh. Alors déjà, je pense que, enfin, voilà. En tout cas, les gens moi j'ai 49 ans, bientôt 50. Je pense que les femmes de notre génération, alors la génération d'avant, encore pire, mais encore les femmes de notre génération, j'ai l'impression que ça tend à changer avec celles qui viennent après. En tout cas, je le vois avec ma fille, par exemple, et ses copines, et voilà. Mais celles de notre génération, on a quand même eu en majorité cette éducation vraiment très judéo-chrétienne qui condamne le plaisir, enfin qui tabouise en fait, vraiment qui tabouise une sexualité libre, affirmée quand on est une femme. Hein, encore une fois, hein, c'est le système Oui, oui, patriarcal aussi. Hein, c'est pas que judéo-chrétien, mais bon, le système judéo-chrétien, il est patriarcal hein, de toute façon. oui. Donc voilà, ou avec ces histoires de vertu et ces histoires de pas avant le mariage et de la fonction reproductrice, et mais la place du plaisir. Euh, Pourtant, dans les écrits, et si on prend le premier écrit du monothéisme qui existe, dans la Bible, l'Ancien Testament, dans la Torah, il est écrit noir sur blanc quand même que l'homme doit donner avant tout du plaisir à sa femme, genre doit lui donner des orgasmes. Donc ça veut dire que la femme n'est pas vue que comme une génisse quoi, que comme enfin c'est pas une génisse, comme une vache reproductrice et laitière. Donc il y a cette mention c'est le devoir de l'homme de donner du plaisir à la femme. Je pense que du coup, la majorité a dû zapper ce paragraphe-là ou ce passage-là. Voilà. Et que peut-être ça a été repris aussi après, plus par le Nouveau Testament et le christianisme qui était peut-être certainement un peu plus rigide Ouais. là-dessus. Force est de constater que notre génération, on peut pas dire qu'on ait eu déjà une éducation sexuelle, premièrement, voilà, first C'est of all, clair. et deuxièmement, une éducation sexuelle féminine dans le sens de connaître son corps, découvrir, voilà, explorer pour apprendre l'orgasme, voilà, on a été quand même très conditionnés. Je fais pas de généralité, mais on pourrait faire quand même des stats. Et puis les stats existent. Hein, de toute façon, on a été quand même très conditionné à ce que l'acte sexuel soit orienté vers le plaisir de l'homme. Ok, beaucoup moins le plaisir de la femme. Il y a ce tabou autour de la masturbation, mais qui existe aussi chez les hommes. Hein. Dans notre génération, la masturbation, mais c'est interdit d'ailleurs par la religion. On n'a pas le droit de se masturber, voilà. Alors
a fortiori chez les femmes, et ce conditionnement de pour garder un homme, pour séduire, il faut vraiment être un bon coup. Donc sous-titre, être un bon coup, c'est quoi? Être un bon coup, c'est satisfaire l'homme. C'est ça. Donc c'est savoir bien faire une fellation, savoir bien masturber l'homme, la pénétration, prendre les bonnes positions, voilà. Il y a en plus l'éducation, en tout cas l'exemple du porno qui existait quand même déjà aussi à notre époque, donc avec des images et des schémas, des façons de faire véhiculées, que c'est beaucoup plus digne du Cirque du Soleil que d'une relation intime et sensuelle. Donc, ce qui fait que on a été beaucoup, je pense, quand même, à se retrouver avec des luxations des cervicales à force de se cambrer, enfin voilà, il y a quand même tout un conditionnement qui fait que on n'était pas vraiment éduqués à prendre soin de son corps, découvrir ce qui nous fait du bien, faire des demandes, exprimer des demandes au partenaire, de lui dire non mais attends je t'explique, la pénétration c'est pas comme ça que je vais avoir un orgasme parce que j'en aurai jamais comme ça pour certaines femmes et pour une majorité de femmes en plus. Voilà, est-ce qu'on pourrait faire autre chose? Donc moi je fais partie de ces femmes, de cette génération-là en tout cas, et de ces femmes qui n'ont pas eu cette éducation-là, qui n'étaient pas du tout alors libérée, je l'étais. J'avais pas de problème, mais j'étais complètement dans ce truc de performance, de la honte de ne pas être à la hauteur, y compris dans l'acte sexuel. La honte du corps, la honte de se regarder en train de faire l'amour et plutôt que d'être dans l'instant présent et d'être dans ses sensations, de se dire non mais attends j'ai un bouton sur les fesses, est-ce qu'il a vu? Non mais je suis pas très très bien épilée, j'ai pas eu le temps machin. Non mais là il va trouver que j'ai des grosses fesses et ainsi de suite. Donc d'être complètement en position méta et de se voir plutôt que de le vivre. Voilà. Et derrière tout ça, la honte, en fait, c'est la honte que l'autre nous trouve pas assez bien, la honte nous trouve pas assez sexy, pas assez belle, qu'on le satisfasse pas assez. Et un jour, j'ai vraiment fait après m'être aperçu que en fait j'avais jamais d'orgasme. Et que je simulais, parce que alors ça, grande simulatrice devant l'éternel, c'est-à-dire que, et c'est malheureusement, beaucoup de femmes ont été conditionnées à simuler, parce que si je simule pas et que l'autre se rend compte que finalement j'ai pas du tout kiffé, ça veut dire que je suis pas non plus une bonne partenaire, ça veut dire que je suis pas capable d'en avoir enfin voilà, on tourne en boucle en fait. Et puis je me permets pour le coup aussi de la difficulté en face pour beaucoup d'hommes de ne pas pouvoir entendre ou accepter parce que ça remet en question leur pouvoir et oui, et puis ça remet en question aussi, ils n'ont pas été éduqués à ça. Donc c'est pour ça que ça part de l'éducation des garçons et des filles, et que en tant que femme, comme on veut maintenir le lien, comme on veut garder sa place, et qu'on nous a enseigné, qu'on nous a appris qu'il fallait valoriser l'homme dans sa performance, ok? En fait, il y a plein de femmes qui simulent parce qu'elles se disent, comme ça, il va se sentir bien, il va se sentir comme un dieu avec moi au pieu, donc il va rester. C'est ma grand-mère qui disait un homme tu l'attires par le sexe et tu le gardes par le ventre. Bon, et en fait moi je pense que c'est ce que j'ai entendu toute ma vie et en fait je pense que même ça allait plus loin que ça. C'est un homme tu l'attires par tout ce que tu veux, mais tu le gardes par le sexe et par le ventre. Dans cette conception là, c'est ce qui fait aussi que énormément de femmes se forcent à avoir des rapports sexuels alors qu'elles n'en ont pas envie, ou alors que ça fait mal, ou alors que c'est compliqué. Et un jour, j'ai pris conscience de tout ça et je me suis dit, mais en fait, si on est toutes à faire toute la même chose, c'est-à-dire de continuer à simuler, en fait, le système ne va jamais se remettre en question puisque tout le monde croit que tout va bien, que c'est génial, que c'est super. Si on n'apprend pas notre corps et si on attend de l'acte sexuel quelque chose qui n'arrivera jamais, donc on est tout le temps en mode frustration, donc ça donne encore moins envie. C'est un cercle vicieux. Je me suis dit, mais comment sortir de ce cercle vicieux? Mais à tel point qu'à un moment donné, je pensais que j'étais frigide. Oui, mais je comprends. Pas possible. Je me disais, mais
C'est-à-dire, ça veut Qu'est-ce dire qui va les pas autres, ils chez sont tous moi? contents, mais moi, je suis la seule qui est pas contente. Ou alors, je suis jamais contente. Ou alors, enfin, voilà. Et puis, ça venait renforcer Insatisfaite, encore la honte ouais, de perpétuelle. cette étiquette un petit peu que j'avais d'une manière générale d'être insatisfaite chronique. Ouais. Genre, la meuf n'est jamais contente. Ouais, mais Elle est oui, pas oui. contente de ci, elle est pas contente du boulot, elle est pas contente, elle se plaint de ci, elle se plaint de... Je me suis dit, ok, il y a un moment, il faut prendre sa responsabilité et arrêter de se plaindre. C'est pas possible de passer toute une vie dans la frustration Ouais. et la plainte et d'être victime perpétuelle. Je me suis Alors, dit, ok, ouais, vas-y. excuse-moi, parce que pour le coup, je fais le lien. C'est-à-dire que toi, tu viens d'une famille où, pour le coup, judéo-christianisme et tout ça, et ce truc des valeurs morales ou sociales qui parfois sont très importantes. Je suis pas en train de dire qu'il faut faire un fuck à toutes les valeurs morales ou sociales, Non, pas du mais tout. puisque la honte et la culpabilité parfois sont de très bons baromètres, voilà, pour savoir ce que l'on peut franchir ou pas. Mais quand on vient réinterroger comme ça une valeur a priori dans une famille où voilà, il y a une façon de voir. Alors, c'est pas tellement dans ma famille, tu vois, Ok, le problème. Parce que moi, je pense, ok, alors, on parlait pas du tout, mais il y avait pas, je n'entendais pas de choses, ça ne m'a jamais été présenté comme quelque chose de sale ou de ok, mal ou de, c'est ok. juste on n'en parlait pas. Et Oui, pour le coup, mes parents m'ont laissé quand même assez très très libre d'aller découvrir. dormir chez des petits copains quand voilà, Oui, donc c'était pas dans la famille. Non non, moi je pense que la honte que j'avais et plus que la honte, enfin avec le courrier de la honte, non non, c'était sociétal ok. pour le coup. Très sociétal. Mais c'est la même chose dans une famille. Hein. Si j'avais eu ça dans ma famille, c'est comment est-ce qu'on remet en question, justement, ou comment est-ce qu'on vient, en fait, se repositionner dans un système, quel que soit le système, c'est de la systémie, Oui, dans un système qui est très à cheval et qui est garant, genre maître des clés de certaines valeurs très fortes et donc qui juge très durement et qui peut même mettre au banc du système, exclure, excommunier, peu c'est ça. importe. Hein, je pense, moi, voilà, dans mes patientes, j'ai eu et dans mes patients aussi, j'ai accompagné énormément de gens qui avaient des sexualités différentes, des identités, des questions de genre, voilà, de sexualité et qui se sont confrontés au-delà de la société, aussi confrontés au système familial, au système amical, qui n'acceptent pas, qui jugent, qui Juge. condamnent et qui voilà, j'ai accompagné des gens religieux aussi qui ont été excommuniés, hein, clairement. Hein. Oui, C'est genre, tu ne fais plus partie de notre société, tu ne fais plus ouais, partie de notre clan. Et c'est très dur et c'est d'une violence ouais, extrême. Et avec du recul, en tout cas de tout ce que les gens ont pu vivre, même de violent et d'extrême, quand ils ont choisi de sortir de la honte ou de prendre leur honte avec eux, en tout cas que ça soit plus une sujet, en tout cas qu'ils ont choisi d'être fidèles à eux-mêmes, de commencer à devenir fidèles à eux-mêmes. Tous le disent au bout d'un moment, après les perturbations, après voilà, le disent. Mais en fait, c'était dur, mais ça en valait la peine ouais. parce que c'était un suicide, c'était une mort lente en fait. Ne pas pouvoir dire qui on est, ne pas pouvoir s'exprimer, ne pas pouvoir être tel qu'on a envie dans toute notre humanité, notre vulnérabilité pendant toute une vie, ça coûte beaucoup trop cher et ça finit par coûter aussi sur la santé Bien sûr. physique. C'est Et pas que puis, psychique. oui. Et puis, en fait, c'est un vrai chemin de solitude. C'est-à-dire que il y a peut-être C'est ce terrible. moment où on est rejeté, mais en fait, tout le moment où on peut pas être soi-même, c'est un vrai moment de solitude extrême. Tout le temps où on ne peut pas être soi-même, quels que soient les sujets, Ouais, tout, la sexualité, nos positions, nos croyances, ouais, peu importe notre fonctionnement, c'est un chemin de souffrance et de solitude à laquelle on s'est habitué, mais c'est pas parce qu'on s'habitue à quelque chose que c'est bien. d'accord. Ouais. Et pour en revenir à mon Oui. expérience, Comment euh, tu, oui, comment, enfin, à quoi tu te confrontes quand tu décides? J'aimerais savoir que ce soit émotionnellement, psychologiquement, même organiquement, quand tu décides de prendre responsabilité de ton désir, ton plaisir, ta sexualité. Qu'est-ce qui te traverse dans ces moments-là? alors
la première phase, il y a eu une première phase qui a été plutôt très joyeuse et c'était un moment de félicité puisque ça n'était pas en confrontation avec les autres, avec l'extérieur. Ça a été j'ai d'abord entrepris une démarche en secret, j'ai pas fait exprès que ça soit en secret, mais Non, non, c'est pas mais le genre de intime. démarche. Oui, j'ai pas fait une déclaration de dire alors je vous préviens à partir de maintenant non voilà donc j'ai commencé à faire cette démarche là je suis allée voir une sexothérapeute comme ça faisait partie aussi de mes études de mon bagage j'ai commencé à lire aussi et puis j'ai ressorti des bouquins j'ai commencé à m'inscrire dans des séminaires des ateliers des retraites entre femmes enfin voilà des choses tout à fait réglo et avec un Oui, oui. cadre et protégé. Et en fait, j'ai d'abord fait cette démarche-là qui était très personnelle, très individuelle, et ça a été très chouette parce que ça a été Mmh. une vraie découverte de me dire, ok, si j'enlève la performance, si j'enlève l'autre, la relation, en fait, Oui. j'enlève la relation à l'autre et les enjeux, les challenges qu'il y a dans la relation à l'autre. Alors, je l'ai fait après une séparation où je me suis retrouvée célibataire et que je me connecte à moi, que je me ressente sur moi et je vais me mettre en apprentissage, quelque chose que je n'ai jamais fait, apprentissage de mon corps, de mes sens, de ce que j'aime, de ce que j'aime pas, de découverte. Et j'ai essayé mais tellement de choses et c'était un peu comme une expérience, tu vois, c'était très joyeux finalement et même intellectuellement c'était un peu sympa parce que je lisais des trucs et je me disais faut que j'essaye ce truc là je vais aller acheter des sextoys ouais non bah ça j'aime pas trop non mais ça c'est cool non, ça c'est puis des choses où voilà j'ai découvert après des pratiques il y avait pas que la masturbation il y avait vraiment des pratiques Oui. respiratoires du tantra je suis allée faire un massage je me suis offert un massage tantrique qui a Mmh. été une révélation en fait Ouais. et la révélation c'était pas tant sur le plaisir en lui-même, les sensations, non, c'était quelque chose de très thérapeutique et qui m'a guéri, je pense aussi d'une certaine honte. C'était la première fois de ma vie, de toute ma vie sexuelle, d'adulte, où je recevais quelque chose pour mon plaisir Ouais. sans qu'il y ait aucune attente de l'autre côté ou Ouais. aucun réflexe de donner en échange. Ça Ouais. n'était pas une relation d'échange, c'était une relation de recevoir parce que je l'ai payé pour ça. Voilà. Et Ouais. donc c'était très clair et je peux pas enfin si je peux le dire parce que pendant je l'ai conscientisé à un moment ce truc-là où je me suis dit oh, c'est que pour moi. Ouais. Et je suis pas obligée de donner C'est ça, si fous-toi j'en la ai paix, quoi. pas envie. Et genre, Ah! prends. C'était la première fois de ma vie et j'avais genre 37 ans, Ouais. 38 ans. Ouais. Ça a été dingue et après j'en ai discuté avec celui qui m'a donné ce massage là et où je lui ai dit mais c'est bizarre t'étais pas du tout en érection c'était quand même un truc il m'a dit bah non c'est mon métier en fait mon Ouais, c'est métier ça. moi voilà mon Je suis métier pro. c'est un massage mais donc c'est pas un acte sexuel il n'y a pas d'acte sexuel et c'est Mmh. vraiment de faire reconnecter et il le fait avec des hommes aussi donc il y a pas une question de séduction Oui, ou oui. d'échange, il n'y a pas de transaction, c'est genre mon métier, c'est de reconnecter les gens à leur souffle de vie, à leur respiration, à leurs sensations corporelles, justement en les libérant de Ouais. cette réciprocité qui en fait est souvent là dans l'acte Ouais. Carrément. d'échange. Donc Ouais. là, ça a été ce truc-là. Donc cette phase-là a été géniale. Et après, la deuxième phase, elle a été, et c'est là que wow, et que là, j'ai dû prendre ma honte avec moi, vraiment, parce que j'avais honte. Hein. Mais Ouais. prendre ma honte avec moi, je me rappelle, et je l'explique dans le livre, je me rappelle la première fois que j'ai dit à un partenaire pendant l'acte, alors je t'explique, je Ouais. vais te montrer comment me faire jouir. Ouais. Ouais, je Et j'avais honte parce que je me suis dit, mais oh là là, le mec, il va me prendre mais vraiment pour une tarée, il va mal le prendre, il va croire qu'il fait mal. Donc, en fait, je ressentais de la honte, de sa honte par carrément, anticipation parce que on n'en a carrément. pas parlé de ça. Mais la honte, c'est pas que pour soi-même. Oui. Parfois, on a honte parce qu'on ressent la honte des autres. Et donc, parfois, on évite de faire des choses ou de dire des Tout choses à parce qu'on fait. veut pas ressentir la honte des autres parce que ça nous fait honte. Tout à fait. Le truc malaisant. Les jeunes, ils disent c'est malaisant.
carrément. Mais Enfin, ça, nous aussi, on dit c'est malaisant. tu sais que ça me parle parce que quand j'ai commencé à faire de la scène, j'ai mon deuxième fils qui me disait, je ne viens pas te voir. J'ai peur d'avoir honte. Si tu as un blanc, je ne sais, je ne veux pas. Évidemment. Évidemment. Et donc, tu vois, moi, j'avais ce truc-là Ouais. et je me disais, putain, mais c'est vrai. Et avant de le dire, avant que la phrase sorte, je l'ai Ouais. quand même tourné dans ma tête de me dire, non, mais attends, mais en plus, enfin, ça se trouve, il va être mortifié, c'est un gentil garçon, je Oui, peux pas lui faire ça, machin. Et puis, si ça se trouve, il va me prendre pour une prétentieuse ou il va me prendre pour une tarée ou il va me prendre pour, en fait. Et là, je me suis dit, mais en fait, non, mais the F-word, c'est ouais. genre, je vais dire vraiment ce qui me ferait plaisir et ce dont j'ai besoin là. Et en fait, Ouais. je l'ai dit. Et il s'est rien passé de tout ce que j'avais pu imaginer, en fait. Et le gars, parce que j'ai dû le dire tellement naturellement quand même et tellement cool, c'était pas un reproche, C'est c'était, ça. en fait, c'était une demande de communication non violente. Genre, tu vois de quoi j'ai besoin là? En fait, je crois que je vais te montrer, en fait, ce qui me ferait Mmh. vraiment kiffer, ce qui me ferait du bien et comment, voilà, j'ai dû le dire en rigolant un petit peu, pour justement qu'ils sentent pas de honte, pas de reproche de tu fais mal, mais plus Ouais. de, si tu veux encore plus me faire C'est kiffer, ça. genre je vais te montrer. Et Ouais. en fait, le gars, il s'est laissé complètement guider, il s'est laissé complètement faire, et ça a Mmh. été génial. Et pour le coup, à la fin, mais il était dans un état de joie et de se sentir valorisé parce qu'il avait fait un truc trop cool. Et même, il m'a dit, putain, je savais même pas que j'étais capable de faire un truc pareil. Ouais, mais c'est ça en fait, du coup, Mais ça c'est donne de la génial. Et en fait, confiance c'est là, aussi. et je me suis dit, mais cette honte qui nous cheville au corps, elle entretient un système qui fait du mal à tout le monde, hommes Ouais. et femmes. Le Mmh. patriarcat qui est basé sur la honte, parce que la honte c'est le meilleur outil pour asservir les gens en fait, hein, Ouais. Ouais. et pour les museler. Mmh. Ça fait du mal aux femmes, mais ça fait aussi du mal aux hommes, Ouais. Carrément. vraiment. Et donc ça a été donc là ça a été voilà. Et après ben après, ça a été plutôt, donc ça a été la première fois que ça a été un peu, voilà. Et puis après, comme j'ai vu que ça s'était bien passé, je me suis dit, bah, ok, bah, à partir de maintenant, en fait, c'est comme ça. Et je pense que les femmes aussi, peuvent être de merveilleuses initiatrices. J'allais le dire. On sort tout le temps, on nous sort tout le temps qu'on est des castratrices, mais Mmh. pardon, on peut aussi être des super Ouais. initiatrices. Et il faut pas croire, moi je pense que les hommes ils sont très friands. Je vais pas faire de généralité. Bien sûr qu'on peut tomber sur des débiles mentaux, sur des Oui. rustres, sur des machos, des mâles alpha. Mais en fait, il peut y avoir des mâles alpha qui sont aussi féministes. Oui, C'est oui, pas c'est pas forcément. incompatible en fait. Ouais, ouais. Et moi j'aime bien les mâles alpha aussi, mais un mâle alpha qui est ouvert à ça, qui est ouvert à sa part de féminité. Et je pense que pour être un super mâle alpha, faut aussi s'ouvrir à sa part de vulnérabilité et de féminité. Et je pense qu'en fait la plupart des hommes n'ont pas été éduqués et que Mmh. si on leur propose des choses qui peuvent aussi les faire kiffer et aussi leur montrer autre chose, leur ouvrir d'autres choses, mais qui va dans le bon sens pour tout le monde, Carrément. ils sont pas ils sont pas fermés. Je Mmh. les connais pas tous et j'ai des retours de, bien évidemment, il y en a qui sont fermés et bah dans ce cas-là, bah faut se poser les bonnes questions de pourquoi on reste avec un mec comme ça à ce moment-là. Ok, Ouais. mais sinon non, parce que tout le monde aspire au-delà de la performance sexuelle, C'est tout ce le que monde j'allais dire. aspire à de la connexion, tout le monde aspire. Qui va en fait refuser d'être en connexion intense avec quelqu'un qu'on fait kiffer et de sentir le plaisir de Ouais. la personne. Personne ne peut refuser un truc comme ça, sauf ceux qui sont vraiment psychopathes, mais sinon personne ne peut le refuser. Et je pense qu'on a un vrai rôle à jouer en tant que femme, c'est que tant que les femmes joueront le jeu de la simulation, joueront le jeu de ne rien dire, et donc, parce que aussi peut-être qu'elles ne connaissent pas leur corps, elles ne savent pas ce qui les fait vraiment kiffer, joueront ce jeu-là de ne rien dire, de mentir, de se forcer, ça ne pourra pas changer. Alors qu'en fait, le Mmh. système, il change quand nous, on change aussi. Ouais. Ouais, Et il n'y a pas complètement. besoin de partir en militantisme féministe extrême et forcené qui déteste les hommes, qui est contre le patriarcat. Non, au contraire, c'est Mmh. juste de revenir à soi, de ok, je me connais mieux, j'apprends à me connaître, y compris. Mais parce que ce qu'on dit là sur la sexualité, sincèrement, c'est la même chose pour tout le reste. Hein. Connaître ses Mmh. standards, connaître ses limites, connaître ses besoins émotionnels, physiques. Et en fait, mieux je me connais, et plus
je montre ma vulnérabilité, j'exprime mes besoins, je dis les choses, même si, oui, bah, je prends ma honte avec moi parce qu'au début, ça pique un peu et au début, j'ai un peu peur de la réaction de l'autre et tout ça. Mais en fait, on se rend compte que quand on fait ça, et on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, quand on remet plus d'humanité vulnérable, d'humanité imparfaite et de sortir de la performance pour revenir à quelque chose de beaucoup plus sensoriel, émotionnel, connexion, beaucoup plus vivant. Le vivant est à la fois parfait et imparfait. Ouais, Le ouais. vivant est chaotique et à la fois il est parfait. C'est tout ça en même temps. Ouais. Et nous, on est à l'image du vivant, en fait. Si on regarde un corps humain et tout ce qu'on est capable de faire avec un corps humain sans y réfléchir, c'est parfait. On peut se Ouais. dire que c'est parfait. Et à la fois, c'est très imparfait. Tout est chaotique, tout est imparfait, tout est sur le fil tout le temps. Ouais. La santé, elle est sur le fil tout le temps. Le système est sur le fil Ouais, bien tout le sûr. temps. Ouais. Bah, le système familial, c'est la même chose. Le système de l'entreprise, c'est la même chose. Le système de la société, c'est la même chose. Mais ce qui est sûr, c'est que dès qu'on y met beaucoup plus d'humain et beaucoup plus de vulnérabilité et beaucoup plus, en fait, de cœur au sens large, Ouais, oui. vraiment, personne peut résister à ça. Moi, je pense que de toute façon, la vulnérabilité et l'authenticité, c'est irrésistible. Ouais, C'est je suis d'accord irrésistible. avec toi. Et je pense que Parce ça que ça bonifie. valorise, ça autorise tout le monde à l'être aussi. C'est ça. Ça irradie, contamine de toute façon tout autour de soi quand on est à cet endroit-là. C'est sûr. Oui, et tu vois, pour revenir sur la sexualité, j'ai eu la chance, alors moi maintenant, parce que c'est vrai que je me suis recentrée plus sur les femmes, mais pendant des années, j'étais en cabinet et je recevais beaucoup d'hommes. Et Ouais. donc, j'ai eu la chance aussi d'avoir accès à l'âme, Oui, à l'intérieur, à la ouais. psyché, à l'intimité des âmes. Et en fait, je pense que les femmes ne savent pas à quel point le nombre d'hommes qui se forcent aussi à avoir des rapports sexuels parce qu'ils pensent que c'est ça qu'il faut faire. Ils pensent que c'est comme ça qu'on va garder sa femme, qu'il faut la satisfaire. Et ils le font de la manière dont ils l'ont apprise, en fait. Et ils pensent c'est pas que des gros connards brutos. Non, non. Voilà. Et en Et fait, puis qu'ils doivent gérer, quand on les c'est-à-dire que, écoute, oui, pardon, mais ils exactement. doivent gérer. Dans le code, Mais c'est voilà, oui, et c'est. puis c'est aussi dans la manière. Enfin, moi, je pense que la forme conditionne beaucoup le fond et que le langage a une fonction. Et quand déjà les expressions qu'on utilise veulent tout dire, c'est genre je lui ai fait l'amour ou j'attends que mon mari me fasse l'amour ou me donne un orgasme. Mais meuf, en fait, donne-toi un orgasme toute seule. En fait, pourquoi t'attends que ça soit l'autre qui te donne un orgasme? Ouais. Moi, ça m'est arrivé aussi pendant l'acte depuis de dire. Ok, écoute, voilà, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais me masturber, toi tu vas te masturber, on va se masturber côte à côte et ça va être super sympa aussi, et parce que parfois c'est un peu laborieux, ou parfois on a envie d'aller dormir, ou Oui. parfois, je sais pas, il y a des choses, parfois c'est fluide et parfois c'est pas fluide, Oui. et puis ça peut être aussi une pratique qui est sympa, la co-masturbation, et en fait tout peut être sympa à partir du moment où on dépose les armes, où on sort de la performance et où on dit les choses en fait, où on respecte ce qui est bon pour nous. Et voilà, je pense que je suis contente en tout cas, de voir, d'observer. J'écoute beaucoup de podcasts et je suis contente de voir que, en tout cas, cette nouvelle génération de trentenaires, de 20 ans, de 30 ans, la parole se libère aussi de plus en plus de ce côté-là, et qu'il y a énormément de podcasts, de livres, de chaînes YouTube où on parle de sexualité très ouvertement, sans tabou. On parle de pratiques, on parle de sextoys, on parle de masturbation, on parle vraiment de fantasmes, de plein de choses. Et je suis heureuse de voir que cette génération-là libère, de toute façon d'une manière générale, libère de plus en plus la parole, détabouise de plus en plus les choses. Ça va dans le bon sens, en fait. Ça va vraiment dans le bon sens. Et c'est marrant quand tu dis ça, parce que j'allais dire, je trouve qu'en effet aujourd'hui, il y a beaucoup de bon sens dans l'expression de la sexualité. Il y a des choses, moi, que j'ai pu entendre quelques années en arrière, on me dit, bah oui, en fait. Enfin, un truc qui coule de source, quoi, comme on dit, tu sais, le sens terrien, le bon sens Le sens paysan, là. paysan, le bon Voilà. sens paysan. Oui, j'étais en train de me dire, c'est pas terrien. Le bon sens paysan. Eh bien, je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui revient encore, qui nous ramène, en fait, à notre condition humaine, à un truc de, voilà, nous sommes juste humains et c'est fabuleux et chaotique à la fois. Après, ce que je trouve difficile par rapport à la honte aujourd'hui, et je pense que là, pour le coup, ça s'est accentué malheureusement dans l'autre sens, c'est quand même le rapport à l'apparence. Oui.
qui est pas réglée, hein. Qui est Non. pas réglée du tout. Je trouve que encore les femmes, comme les hommes d'ailleurs aussi, avec cette caisse de résonance justement des réseaux sociaux, des influenceurs, de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport au physique, par rapport à l'apparence, même si il y a des courants genre body positive, s'accepter comme on est, avec ses bourrelets, avec ses trucs. Ok, mais c'est pas la majorité, vraiment. Et je trouve que ça renforce quand même ce truc de perfection, de recherche de perfection au niveau de l'apparence, qui crée de la honte dès qu'on n'est pas dans les standards. Euh, je pensais à un moment donné, c'est vrai que les standards un peu de ce qu'on nous montrait avaient changé, même dans la mode où on voyait des femmes plus pulpeuses, avec des Oui. courbes, avec des lignes. Et là, quand on regarde les derniers défilés haute couture, on est revenu sur l'apologie de la maigreur en fait. Ouais, j'ai aperçu, c'est vrai, j'ai Et aperçu ça. donc il y a encore un retour en arrière sur ce qui nous est donné à voir. Et je trouve je pense qu'il y a vraiment du boulot de ce côté-là au niveau de la honte. Ça crée énormément forcément de comparaisons et c'est Oui. énormément de honte puisque c'est l'apparence parfaite qui est valorisée Mmh. encore, Ouais, encore tu as trop, raison. encore trop, je trouve. Ouais. Ou alors il y a le corollaire de ça qui n'est pas sur l'apparence, mais qui est sur la bigorexie, enfin le sport à outrance, avec le côté pas forcément maigrichon et tout fin, mais le côté athlétique. Oui. Et avec cette recherche de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, de renforcement musculaire, de hit, de tabata, de pratiques, de techniques assez extrêmes aussi, Mmh. qui visent à avoir une apparence très athlétique. Ouais. Ouais. Voilà, ça s'est un peu décalé aussi vers là, mais ça crée aussi de la honte parce que quid de si moi j'ai pas cette apparence là, si j'ai pas des tablettes de chocolat, si j'ai pas les fesses très rebondies et très musclées, je pense que ça reste pour le Ouais, coup ouais, et tu as que raison. dans l'intimité et dans la sexualité, ça a forcément cette honte là, elle est Ça c'est impacte ouais, forcément, ça ça reste. impacte, Oui, oui, elle est à ça nouveau impacte présente. vraiment. Ouais, ouais. Ouais, 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 c'est ouais. clair. C'est clair que de toute façon, on est quand même dans une ère où il y a beaucoup d'images et en effet, tant que l'image ou en tout cas la tyrannie d'une sorte de d'image est imposée, ouais, je sais même pas. Je me pose la question, même si peut-être c'est même pas renforcé plus que ça soit comme avant. Je me demande si c'est pas pire en fait aujourd'hui. Je sais En pas. tout cas, a priori, là, les dernières études montraient que c'était pire dans la mesure où les gens de notre génération, enfin les gens avant les réseaux sociaux, on était quand même Mm. Mais oui, beaucoup moins exposés à des vies parfaites, beaucoup moins exposés parce qu'il y a ça. Là, on parle de sexualité, mais il y a aussi la honte de pas avoir une vie parfaite de ouais, celle que je vois sur les réseaux sociaux, des voyages, de machin, des sacs, de mm. tout l'attirail de la réussite, de qu'est-ce que c'est que la réussite. Il y avait ça, mais on était moins exposé quand Oui. même aux images puisque c'était dans les magazines ou un peu à la télé qu'on pouvait le voir. Mais Là, c'est dans notre non-stop. entourage, mais Mm. là c'est non-stop en fait, c'est mitraillé non-stop avec ce mécanisme en plus de l'algorithme qui nous représente exactement toujours C'est la ça. même chose. Donc ça vient renforcer, ça vient Ouais, renforcer. ouais, ouais. Ouais, je pense que c'est pire aujourd'hui. Sur ça, c'est pire aujourd'hui. Je vois l'heure qui défile. J'aurais voulu, avant qu'on fasse notre petit challenge, j'aurais avec ta belle voix du moment, j'aurais voulu quand même savoir comment ça s'est passé au moment de l'écriture de Souveraine, quand tu as abordé ce sujet-là, autour de la sexualité, la masturbation. Comment, parce que là, on est dans un step. En tout cas, moi, je vois bien Et pour. encore, hein, j'ai pas tout raconté dans Ah le bah, livre. après ça, voilà, je ne Je sais crois que pas, mais j'ai même pas raconté le massage tantrique par exemple dans le livre. J'ai pas raconté ce oui, truc-là. c'est possible parce que quand tu as dit Non, ça je tout crois à l'heure, pas. je l'avais pas en Non, non, tête. je l'ai pas raconté. En fait, je pense que je l'ai très bien vécu, mais parce que ce livre, il arrivait à ce moment-là, je n'aurais pas pu l'écrire avant. Donc en fait, je l'ai écrit parce que ça y est, j'avais déjà dépassé ce truc-là, la honte Ouais,
de ça. Et franchement, je suis tellement et je pense que, voilà, une manière de faire avec la honte ou de s'émanciper de plus en plus, qu'elle soit moins handicapante, Oui. je pense que c'est aussi une manière, en tout cas, c'est aussi de se raccrocher à ce qui nous tient vraiment à cœur et à notre mission. Et en fait, moi, je suis tellement dans ma mission d'émancipation des femmes, notamment dans cette mission de faire évoluer le système, de faire évoluer les choses, que ma peur d'être jugée, moquée, critiquée est moins forte. Donc la honte, en fait, est moins forte que le besoin d'exercer ma mission et d'informer les gens et de les aider. Et tu vois, je me suis dit, punaise, mes enfants vont lire ça. Alors, je fais en sorte que mon fils de 14 ans ne le lise pas encore. Et il l'a pas lu, je sais qu'il l'a pas lu. Mais mes autres enfants qui sont adultes, pour le coup, y compris ma fille à qui j'ai déjà eu plein de discussions sur la sexualité, voilà. Bon, mes parents, ils sont au-delà de ça, en fait. Je pense qu'ils en foutent complètement. J'ai demandé à mon conjoint, en revanche, je lui ai dit, est-ce que ça te dérange, voilà, que je parle de ça? Il m'a dit non, pas du tout. Et donc, ce qui restait, c'était mes enfants. Et en fait, je me suis dit, mais moi, mes enfants, si déjà ils peuvent en tirer une leçon, en fait, j'étais dissociée du fait que je suis leur mère et que ce sont mes enfants. Et je me suis dit, mais en fait, c'est des jeunes adultes et ils pourraient les lire de quelqu'un d'autre. Ils le lisent de moi. C'est pas grave. Et puis peut-être qu'ils liront même pas le livre de toute façon. Et surtout, je me suis dit, mais du coup, c'est les copines de mes enfants qui peuvent le lire aussi, ce livre. Et en fait, j'aimerais que les jeunes femmes, elles lisent ce livre aussi. J'aimerais que les femmes de tous les âges, en fait, lisent ce livre et que les hommes lisent ce livre. Et ce qui me touche beaucoup, c'est que depuis que le livre est sorti, il y a énormément d'hommes et de conjoints qui ont lu le livre et qui eux-mêmes se retrouvent aussi dans ce qui est dit, ou alors me disent que ça les aide aussi à comprendre des choses par rapport à leur relation. Et en fait, tout ça, en fait, dépasse la honte que je pourrais avoir de livrer une partie de mon intimité. Parce que je suis tellement au clair avec ça et tellement c'est-à-dire que je trouve que c'est tellement naturel et tellement humain d'avoir une sexualité et de travailler sur cette sexualité que je crois que j'ai même plus de honte, en fait. Voilà. C'est ça aussi. Je crois que à cet endroit-là, je peux avoir encore des hontes à d'autres endroits. Il faudrait que je réfléchisse où, mais oui, bien sûr. Mais là, je n'ai même plus de honte là-dessus. Tu vois, je me dis, mais voilà, autant qu'on parle du sport, pourquoi on parlerait pas de sexualité, quoi? Carrément. Et en même temps, quand tu dis ça, je me dis aussi que un des effets quand on assume, qui on est, ou quand on ose expliquer, éclairer des endroits que d'autres n'ont pas encore voulu exposer, forcément que le fait d'avoir des retours, de rassembler, de fédérer, ça aide à diminuer la honte, puisque pour le coup, on crée aussi un espace d'identification qui s'amplifie. Donc ça, de toute façon aussi. Et c'est très juste ce que tu dis. Et pour le coup, franchement, dans tous les retours que j'ai eus, alors que t'inquiète pas, je me fais bien défoncer sur les réseaux sociaux quand je prends la parole sur X ou Y sujet. Ok. Mais sur ce livre-là, j'ai eu des centaines de retours. Et donc, je me dis que les haters, ils sont toujours prompts à venir raconter des choses. Je n'ai pas eu un retour négatif sur ce livre. Personne qui ne m'a parlé en négatif de ce passage sur la sexualité. Rien. Je n'ai eu que des retours de merci. En fait, je n'ai eu que... Et parce que j'attendais pas des retours qu'on me dise c'est super bien écrit, c'est pas un roman, c'est pas littéraire, on s'en fout. Mais j'attends. En fait, ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'avoir des retours de gratitude et de merci d'avoir dit ça dans un livre. Merci de montrer que c'est possible. Merci, ça m'a ouvert des pistes. Merci, c'est venu déjà guérir quelque chose en moi. Je n'ai eu que ces retours-là. Et là, pour le coup, aucun haters. Donc, je pense qu'en fait, quand les choses aussi sont justes et peut-être que ça touche à quelque chose d'universel, même les haters, en fait, ça vient et ils ont rien à dire sur le sujet. Parce que ça vient les toucher à quelque chose vraiment, ou alors peut-être que je n'ai pas été lue par des gens complètement fermés et enfermés dans leur système. Ce qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est d'avoir des retours de gens qui sont pas des amis, mais qui sont des connaissances que je connais, qui sont religieux, quelle que soit la religion. J'ai eu les 3 religions monothéistes, vraiment.
donc ils sont plutôt dans des modes de vie. Voilà, j'ai eu des retours de femmes musulmanes voilées, j'ai eu des femmes religieuses juives avec des perruques, j'ai eu des femmes plutôt très catho, machin. Ben, ça fait partie des plus beaux messages que j'ai eu de gratitude et Ah, de remerciement. Donc pour moi, ça vient toucher à quelque chose vraiment d'essentiel oui, et ça montre à quel point, en fait, il y a rien de blasphématoire. C'est des constructions, c'est des conditionnements qu'on nous a mis dans la tête que c'était carrément. sale, que c'était mal, que c'était pas bien. Quand on est juste avec soi-même, quand on se respecte, quand on, on se connecte vraiment à sa vulnérabilité et à son imperfection d'humain, il y a rien de sale, il y a rien de moche, il y a Mm. rien. Avec son Donc humilité, je il y a pense, ouais. même plus de honte à avoir en fait. Je Ouais, pense que c'est ça. ouais, c'est C'est très ouais, juste. avec son humilité de dire mais bien sûr que oui, j'éprouve encore de la honte parce que mais aussi j'éprouve de la honte dans des situations où je sais que j'ai déconné. Donc j'éprouve même de la culpabilité, mais tu le disais tout à l'heure, c'est aussi c'est des diapasons aussi qui nous permettent quand même de pas aller tuer notre voisin, qui nous Bien permettent de sûr. pas nous décharger et de décharger toute notre frustration en pourrissant quelqu'un qui n'a rien demandé. Donc qui nous permet quand même de traiter l'autre Mm, mm. comme on aimerait être traité. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Voilà, mais c'est vraiment ce truc-là de heureusement quand même qu'on a cette case-là dans notre cerveau de honte et de culpabilité, parce que sinon ça serait l'anarchie. En fait, il y aurait plus, je pense qu'il n'y aurait plus non plus d'humanité. On se Carrément, serait déjà tous entretués ou c'est ça. suicidés, vraiment. Mm. Donc, si tu veux, c'est bien d'avoir ça. Là où ça devient mauvais, c'est quand on a ça sans raison objective. On n'a Oui. aucune raison, juste parce que on n'est pas comme on pense qu'il faudrait être. Mm. Parce qu'on Oui. s'impose des standards inatteignables et parce qu'on croit qu'il faudrait être comme ci, comme ça, comme la norme, comme la majorité, mais si tout le monde se dit ça, mais en fait personne n'est soi-même. Mm. Ouais, c'est quand Bon, ça devient. après pour la petite blague, parce que les auditeurs ils vont croire que les auditrices ils vont croire que tout le monde a honte. C'est pas, il y a quand même des gens sur cette terre. Moi je leur ai donné quand même une appellation. C'est les hontes de rien, fiers de tout. Il y a quand même des gens. Moi ça m'épate toujours. T'as l'impression qu'ils n'ont honte de rien. Ça Mais glisse. du coup, oui non mais du coup, enfin ça glisse. Non, du coup c'est quand même aussi des gens qui osent tout, mais qui pensent pas aux conséquences de ce qu'ils font ou de ce qu'ils disent. Mm, Parce qu'il n'y mm. a pas cette fonction-là quand même un peu de régulateur. Ouais. C'est un régulateur quand même. Mm. De Et pas faire puis, n'importe quoi et de pas dire n'importe quoi. ouais. Et puis d'ajouter, enfin, je l'ai déjà dit à d'autres endroits, mais aucune honte et aucune culpabilité indique un problème de perversion ou de psychopathie. Donc qu'on soit honteux De sociopathie, exactement. donc voilà, ça fait donc bien partie de notre Ou humanité. euh, ou d'une absence totale de conscience de soi-même, quoi. Mm. Il y a des gens comme ça. Alors après, il y a des gens peut-être qui sont, enfin, c'est pas peut-être, hein, on le sait. Il y a des gens qui n'ont pas accès à certains niveaux de conscience. Ok, Mm. à certains niveaux d'élaboration intellectuelle, Oui. d'analyse de soi, de comprendre les Mm. enjeux, les trucs. Ok, d'accord. Mais Mm. sinon. Sinon, voilà, la honte est monstrueusement humaine. C'est ainsi. Alors, notre petit moment. Attends, parce que avec mes 2 mois d'allergie aux graminées et Matou asthmatiforme, on est pas mal pour la chanson là. Hein. Est-ce que t'as de l'eau vers toi? Non? Si, Ah, mais, j'ai une goutte, il me reste une une goutte, goutte. mais c'est pas grave. Tiens, Non mais attends, tiens. ça va être très rapide quand même, c'est juste pour la blague. Oui, parce que, alors, quand même, moi, j'indique que la chanson, je la connais, voilà, mais je n'ai pas du tout la mélodie en tête et que j'ai appris que c'était cette chanson 1 heure avant l'interview. Donc, Audrey Et me moi fait vite du j'indique, double challenge. que c'est une chanson que je connais très bien pour l'avoir entendue plein de fois, mais je ne connaissais pas les paroles du tout en détail et je pense que je ne l'ai jamais chantée. Donc on est bien, mais je trouvais que le message collait Oui, vraiment bien avec le thème. carrément. Voilà. Alors, est-ce que je donne le thème, enfin, je donne le départ et je te laisse amorcer. Oui, non, mais je vais la démarrer, d'accord. Allez. Allez. 3, 2,
Un. I am what I am. I am my own special creation. So come take a look. Give me the hook or the ovation. It's my word that I want to have a little pride in. My word, it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. Merci. Alors dis donc, tu la Nous connais quand sommes même très bien. Parce vivantes. que tu la connais très bien. Et en plus, toi, tu manies l'anglais super bien parce que moi, je suis. J'ai. Ça aide à couvrir les notes fausses. Bravo, bravo, bravo. Une chanson annoncée 1 heure avant. Merci, merci, merci. Merci à toi. Est-ce que tu as envie de clôturer avec quelque chose qui te semble important à dire ou à déposer pour les auditeurs et auditrices Oui, avant? mon mantra de toujours, 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 et tu le connais, rien ni personne ne justifie que tu bousilles ta santé physique et mentale. Amen. Amen. Merci pour Merci à toi. ta présence, merci pour ton soutien et à tout bientôt. À bientôt.